Blade Runner 2001 l'Odyssée de l'espace. Bonjour, salut. Pourquoi une intro comme ça? Parce que j'ai décidé de ne pas mélanger humour et cinéma. Je pourrais, tu me diras. Non. Rétrocritique du premier film Spider-Man de Sam Raimi, que j'ai en DVD comme ça. Mais c'est pas une boîte de DVD classique. C'est une boîte, une jaquette fine, comme ça. C'est magnifique, hein, c'est beau. Et je me suis habillé pour l'occasion. Je suis dans le thème. Que penses-tu? Qu'en penses-tu? Pas mal, hein? Oui. Alors c'est un de mes films préférés. Le premier film Spider-Man de Sam Raimi est sorti en 2002, donc tourné en 2001. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé en 2001? Les attentats terroristes du World Trade Center et des deux tours jumelles, le 11 septembre 2001. Mais ils avaient déjà tourné une scène avant les attentats terroristes, la destruction des tours. Dans cette scène, c'est des braqueurs, des cambrioleurs, qui braquent une banque. Ensuite, les voleurs s'échappent, enfin montent sur le toit, et s'échappent, se barrent en hélicoptère. Et là, t'as Spider-Man qui intervient, et avec sa toile d'araignée, il bloque, il coince l'hélicoptère des braqueurs entre les deux tours jumelles. Et après la destruction des deux tours jumelles, ils ont décidé de ne pas l'inclure dans le montage final. Scène que tu peux retrouver sur YouTube, évidemment. Bon, jusque-là, je ne t'apprends rien. Tu sais ça. Tout le monde sait ça. C'est mondialement connu, ça. Tout le monde le sait. Je ne t'apprends rien. À une époque, je me suis fait avoir, je me suis fait troller. Parce que j'ai vu la scène sur YouTube, la première fois que j'ai vu la scène sur YouTube, il y a longtemps, il y avait écrit au titre de la vidéo, teaser ou thriller, je ne sais plus, teaser ou thriller de Spider-Man 4. Tu vois? Donc j'ai regardé cette scène, en croyant du coup, à cause du titre malsain et putaclic, que c'était bien une scène, enfin que c'était bien un extrait ou une bande-annonce de Spider-Man 4. Tu vois, je me suis fait avoir, je me suis fait troller, et j'étais comme un dingue, en croyant que ça faisait partie de Spider-Man 4. Je suis allé en courant voir un pote, fan de Spider-Man aussi, en lui disant « Eh mec, c'est énorme, je viens de voir la bande-annonce de Spider-Man 4. » Tu vois, alors qu'en fait, non. Voilà. Donc il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe, il faut faire attention. Alors c'est un de mes films préférés. J'ai toujours adoré ce film. Culte, cultissime. La BO, la bande originale de Danny Elfman, magnifique. C'est Danny Elfman qui fait la BO, la bande originale, du 1 et du 2, pas le 3. Le 3, c'est Christopher Young. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé de compositeur pour le 3. Je ne sais pas. Bon. La BO, bande originale, cultissime. Tu la reconnais entre mille. À chaque fois que j'écoute la musique, ça me donne des frissons, comme on dit, l'expression. Alors le film, je ne l'ai pas vu énormément de fois dans ma vie. Je ne l'ai pas vu tant que ça. Je crois que je l'ai vu moins de 10 fois dans ma vie de façon normale. Tu vas voir où je vais en venir. Voilà, je l'ai vu entre 7 et 8 fois de façon normale. Mais j'ai vu, attention, au moins 200 fois, 300 fois, je ne sais pas, énormément, énormément, énormément de scènes du film sur YouTube. Tu vois? Notamment, et quand MJ glisse sur la flaque de jus d'orange dans la cantine, à côté de Peter, et quand Peter la rattrape, et qu'il rattrape le plateau, et tous les objets qui doivent tomber dessus. Scène qu'ils ont fait sans effets spéciaux. Ils ont fait plus de 150 prises. Tu vois, c'est énorme. La baston avec Flash dans les couloirs du lycée. Quand Peter fait un triple, voire quadruple salto arrière. Quand il défonce Flash. Et sur le toit du bâtiment,
Enfin, avant, la première fois qu'il monte au mur, quand il court sur le toit du bâtiment, de toit en toit, quand il est sur un toit qu'il essaye d'envoyer la toile, avec le fameux Shazam, vol, tisse toile, bon, tu connais. Quand après il s'écrase contre le panneau. Le Thanksgiving, à peu près vers le milieu du film, où t'as Norman Osborn qui est invité chez, chez Tante May et Peter, où il découvre que Spider-Man c'est Peter Parker, à cause de l'entaille qu'il a sur l'avant-bras, parce qu'un peu plus loin dans le film, un peu plus tôt, un peu plus tôt dans le film, Spider-Man et Bouffon Vert se sont combattus dans un immeuble en feu. T'as le Bouffon Vert qui lance des grenades, qui se déploie, qui s'ouvre sous forme de shuriken, couteau, lame, je ne sais pas comment t'appelles ça. T'as Spider-Man qui en casse 2-3 avec ses bras comme ça. Là t'en as une qui arrive, qui lui déchire un morceau de costume, qui lui fait une entaille. T'as Norman Osborn, Thanksgiving, qui est reconnu Peter comme ça. Le combat de catch contre le tronçonneur. La mort d'Oncle Ben. Quand Spider-Man après poursuit l'assassin d'Oncle Ben qui lui a volé la bagnole. Quand il essaye d'arrêter l'assassin. Le combat final, qui est en deux parties selon moi. La première partie sur le pont, où t'as le Bouffon Vert qui propose à Spider-Man de faire un choix entre sauver les gamins dans le téléphérique et sauver MJ. Évidemment, il ne le choisit pas, il sauve les deux. Et la baston dans l'endroit abandonné, l'endroit en ruine. Tu vois, j'ai vu énormément de scènes du film, entre 100 fois, 200 fois, 300 fois sur YouTube, je ne sais pas. En ayant vu le film de façon normale, on va dire, même pas 10 fois. Tu vois, bon, c'était un peu long. Nous avons Tobey Maguire, ou Tobey Maguire, je ne sais pas comment tu prononces. T'as des gens qui disent Tobey Maguire, t'as d'autres gens qui disent Tobey Maguire, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours dit Tobey Maguire, donc je continuerai de dire Tobey Maguire, qui joue Peter Parker, alias Spider-Man, évidemment. James Franco, qui joue Harry Osborn, le meilleur ami de Peter. Kirsten Dunst, un petit peu dur à prononcer son nom, qui joue Mary Jane Watson. Tout le monde appelle MJ, les initiales de Mary Jane. Willem Dafoe, qui joue Norman Osborn, alias Green Goblin en VO, le bouffon vert en VF. Et père de Harry, Rosemary Harris, qui joue Tante May, Cliff Robertson, qui joue Ben Parker, l'oncle Ben, et J.K. Simmons, qui joue John Jonah Jameson, le rédacteur en chef du Daily Bugle. Alors Tobey Maguire, il est né en 1975. Je ne sais pas si tu le savais. Tournage en 2001, il avait 26 ans. Et oui, 1975-2001, il avait 26 ans au tournage, 27 ans à la sortie, en 2002. Et il joue à Peter Parker de 18 ans, puisqu'il est en terminale du lycée. Mais ça se voit qu'il n'a pas vraiment 18 ans. Il fait son âge, ça se voit. Tu vois, c'est un petit peu ridicule. Encore pire pour les acteurs qu'on voit dans le bus scolaire au début du film. Au tout début du film, après le générique, le magnifique générique, tu as un petit plan comme ça où tu vois les acteurs dans le bus, qui jouent les lycéens, les camarades de classe de Peter. Ils sont censés avoir 18 ans, mais ça se voit que les acteurs sont plus vieux. Ils ont au minimum 23, 24, voire 25 ans pour certains. C'est un petit peu ridicule quand même, ça se voit que c'est pas des vrais lycéens. C'est un petit peu ridicule. Pareil pour James Franco. Bon, James Franco est un peu plus jeune que Tobey Maguire. 2, 3 ou 4 ans de moins, je ne sais plus. Là où c'est vraiment ridicule, c'est pour Flash Thompson. Putain, le mec, on a l'impression qu'il a 32 ans, quoi. T'es en train de me faire croire que ce mec est lycéen, qu'il a 18 ans. Tu te fous de ma gueule, quoi, là? Tu te fous de la gueule de qui? Tu vois? Le film a un peu vieilli, quand même. Il a un petit peu vieilli. Il a un aspect un peu kitsch, tu vois? Beaucoup de gens disent que le costume du bouffon vert fait Power Rangers. Moi, je trouve pas. Moi, j'adore le costume du bouffon vert. En plus, le masque, le casque du bouffon vert, n'était pas celui qu'on voit dans le film à l'origine. C'était un masque comme dans les comics. Vert aussi, évidemment. Un peu latex, un peu caoutchouc, comme dans les comics. Et William Dafoe, il aimait pas. Il aimait pas le design, il n'était pas à l'aise avec. Ils ont créé un masque qui lui plaît, quoi.
qui est parfaitement en corrélation avec le costume. Parce que le costume de base, il me semble que c'était le même d'origine. T'as que le masque qui était différent. Donc voilà. Moi, je trouve pas que le costume soit ridicule. Moi, j'adore le costume de Bouffon Vert. J'adore, j'ai toujours adoré. Je le trouve d'ailleurs magnifique, évidemment. Le costume de Spider-Man, il est absolument magnifique, il est parfait. Il est parfait, il est même trop parfait, dans le sens où on voit même pas les plis, tu vois, du costume. On voit même pas les plis, on voit même pas la différence, la jointure. Tu sais, quand il enlève son masque, on voit même pas la jointure, tu sais, entre le masque et le col. Tu vois, on voit même pas les plis, tout est lisse, tout est parfait. Même au niveau des mains, des gants, ça doit s'enlever, j'imagine. Les gants s'enlèvent du costume. On voit même pas les plis, la jointure, tu vois. Je sais pas comment c'est fait. Magnifique. Par exemple, dans The Amazing Spider-Man 1 et 2 avec Andrew Garfield, là, tu vois, on voyait les plis du costume pour rendre un côté plus réaliste. Tu vois? Là, non. Le costume est parfait, on voit même pas les plis. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Que dire? Que dire? Cultissime, évidemment. Cultissime. Même s'il a un aspect un peu kitsch par moment. Certains effets spéciaux ont un petit peu vieilli. Hein, notamment la scène à peu près vers le milieu du film. La première baston entre Spider-Man et le bouffon vert au concert de la chanteuse à Times Square, où t'as le bouffon vert qui attaque les mecs d'Oscorp qui l'ont viré de sa propre société. Tu sais un peu avant, t'as des mecs, je crois que c'est le conseil d'administration, il me semble, ils virent Norman Osborn. Le mec avec la tasse. Vous êtes viré, Norman. Ça m'a fait marrer, ça. Donc il arrive au mode bouffon vert au concert de la chanteuse, puis il jette une grenade sur le balcon où t'as les mecs qui sont foutus de sa gueule et qui l'ont viré pour les tuer, pour se venger. Il finit son squelette. Ça va, c'est bien fait. Après, t'as la première baston, je disais. Quand ils sont sur les gros ballons, tu sais, les gros ballons, les géants. T'as Spider-Man et les bouffons verts qui se battent sur les ballons. Tu vois, c'est un plan large, donc les personnages sont un petit peu loin de l'écran. Ça se voit qu'ils sont faits en image de synthèse, que c'est du CGI, tu vois. Alors que, dans la même scène aussi, au concert de la chanteuse, à Times Square, t'as plusieurs plans où Spider-Man et le bouffon vert se battent. Quand c'est de près comme ça, bon là c'est du vrai costume. C'est des vrais mecs qui se battent. Bon, c'est pas Tobey Maguire ou William Dafoe, ça m'étonnerait. C'est des cascadeurs. Quand la caméra est assez près d'eux. Bon, tu vois, c'est du vrai costume. Alors que sur les plans où ils sont sur les ballons, ils sont faits en image de synthèse, tu vois. Ça se voit quand même, ça fait un peu cinématique de jeu vidéo. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu dommage. Quand Peter découvre ses pouvoirs et qu'il monte au mur, quand il court de toit en toit, sur les plans larges, hein, il saute de toit en toit, il est fait en image de synthèse, le Peter Parker. C'est un petit peu dommage, c'est un petit peu cinématique de jeu vidéo. Il est comme ça, il saute de toit en toit. Ah, ça se voit, on sent un petit peu le CGI, tu vois. Voilà, on sent un peu l'image de synthèse, le CGI par moment. En même temps, le film a 20 ans, 2002, tourné en 2001, il y a 21 ans. L'ambiance est bonne, j'adore l'ambiance. Par contre, c'est un petit peu ridicule le triangle amoureux entre Peter, Harry et MJ. C'est un petit peu ridicule. En plus, MJ, il fait que changer de mec dans les films, dans la trilogie. Ah oui, regarde. Dans le 1, enfin au début, elle sort avec Flash. Hein. Après, elle largue Flash. Elle sort avec Harry. Il y a Spider-Man, bon, qui arrive dans sa vie. Quand ils sont à l'hôpital, au chevet de la tante May, vers la fin du film, un peu avant le combat final, parce que t'as le bouffon vert qui a attaqué tante May, après avoir découvert que Spider-Man c'est Peter Parker. MJ se confie à Peter en disant qu'elle est amoureuse de Spider-Man, tu vois. Déjà 3. Et à la fin du film, elle dit qu'elle aime Peter, tu sais, au cimetière. Ça fait 4. Flash, Harry, Spider-Man et Peter, sans savoir que Spider-Man et Peter, c'est la même personne, tu vois. Ça, plus, je disais, oui, le triangle amoureux, c'est un petit peu ridicule entre Peter, Harry et MJ. Bon. C'est un petit peu dommage, quoi, tu vois. Au moins, dans les The Amazing Spider-Man, avec Andrew Garfield et Emma Stone, tu vois, t'as pas ça, quoi.
Ça, c'était un petit peu des points noirs du film. Beaucoup de gens n'aiment pas ça, quoi, les triangles amoureux, c'est un petit peu ridicule. C'est un des points négatifs du film. Mais c'est pas grave, moi ça me sort pas du film. Je peux comprendre que t'as des gens, ça les sort un petit peu du film. Moi non, ça va. Tu sais la scène du culte, du bisou à l'envers, après que Spider-Man sauve MJ des mecs qui voulaient l'agresser, hein. Il est à l'envers, elle veut l'embrasser pour le remercier. Tu vois, elle remonte à peu près le masque, à peu près jusqu'à la moitié de la bouche pour l'embrasser. Moi j'ai toujours pensé, j'ai toujours cru que c'était pas vraiment Tobey Maguire. J'ai toujours cru que c'était un cascadeur en fait. Non, non, c'est vraiment Tobey Maguire. Parce que j'ai vu un article il y a quelques temps, il y a quelques semaines, ouais, j'ai lu un article qui confirmait en fait que c'était vraiment Tobey Maguire. Tu vois. Heureusement d'ailleurs, hein. Ça m'aurait fait chier que ce soit un cascadeur. Mais franchement, on dirait un petit peu, au niveau de la bouche, un peu. Bon, il est à l'envers, mais on a un peu l'impression que c'est un cascadeur. En fait, non. Donc ça m'a rassuré. William Dafoe surjoue un peu, je trouve. William Dafoe, je trouve qu'il surjoue. Surtout quand il sort de sa machine, après s'être injecté le sérum, le fameux remanier la formule, tu sais, où il attaque le docteur Storm. Tu vois, le docteur Storm essaie de le réveiller. Tu sais, il est mort en fait. Et puis il ressuscite. Il rouvre les yeux, il reprend connaissance. Et puis dès qu'il s'échappe, le Dafoe, il est en position comme ça. Tu sais, il est torse nu. Il est comme ça. Ah, le fameux. Juste après le remanier la formule. Tu sais, il fait une grimace un peu. Je trouve que c'est un petit peu ridicule. Il surjoue un peu. Même dans le reste du film, ouais, il surjoue un petit peu quand même, Willem Dafoe. Moi, j'adore la scène où Spider-Man poursuit l'assassin de l'oncle Ben. Bon, après, dans Spider-Man 3, ils ont changé d'avis en disant que le véritable assassin de l'oncle Ben, c'est Flint Marco, l'homme sable, avant qu'il devienne l'homme sable. Ils ont fait ça dans Spider-Man 3 pour créer une proximité, tu vois, pour créer un rapprochement entre Peter et Flint Marco. Donc dans le premier Spider-Man, ça n'a pas été écrit comme ça de base. C'est dans Spider-Man 3 qu'ils ont rajouté ça. C'est un peu, ouais, un peu forcé, on va dire, dans le 3. Donc quand Peter, dans le 1, poursuit l'assassin d'Oncle Ben, j'adore la scène où justement il se balance, tu vois, pour essayer de rattraper la bagnole, parce que l'assassin d'Oncle Ben a piqué la bagnole d'Oncle Ben, et qu'il le poursuit. Mais ça se voit quand même aussi que c'est du CGI sur certains plans. Surtout quand il est dans la rue. Il saute pareil, de toit en toit en fait aussi. Juste avant de se balancer, il saute au début il n'utilise pas la toile. Il saute d'élément en élément. T'as une barre comme ça, et saute, il fait, tu vois, plusieurs tours avant de se lancer. Bon, il y a du plan séquence dans cette scène. Il y a un beau plan séquence, plus que beau, magnifique. Mais ça se voit quand même que c'est du CGI, hein, que c'est pas un vrai homme en fait, déguisé, Tobey Maguire ou un cascadeur, non. Ça se voit que c'est une doublure numérique, surtout au niveau des yeux. Parce que c'est une cagoule, mais il a pas d'œil en fait, il a pas de yeux, il a pas de lunettes, comme moi. Tu vois, c'est une cagoule et on voit ses yeux. Ah, et, ouais, ça fait un petit peu cinématique de jeu vidéo, tu vois, ça fait un peu doublure numérique. C'est une doublure numérique. Ah, et ça se voit un petit peu quand même. Juste après le combat de catch. J'adore le combat de catch. Comme je disais, le combat de catch, j'ai dû le voir 100 fois, 200 fois, 300 fois, je ne sais pas, sur YouTube, tu vois. Contre Macho Man Randy Savage, il me semble. Mais c'est ça. Catcher qui est mort entre-temps. Il est mort après des années après le film. Il y a quelques années, il est mort. Ça m'a surpris quand j'ai appris ça. Et en plus, l'organisateur, le présentateur du combat de catch, c'est Bruce Campbell, que Sam Raimi avait dirigé sur Evil Dead dans les années 90. Dans les trois Spider-Man, il est là. Il joue un rôle différent à chaque fois. Dans le 1, c'est le présentateur, l'organisateur du combat de catch. Dans Spider-Man 2, c'est un mec qui surveille la pièce de théâtre de Mary Jane. Quand Peter arrive en retard, il ne veut pas le laisser entrer. Et en plus, il lui dit je suis désolé, personne n'est admis après la fermeture des portes. Ça permet de maintenir l'illusion. Ça, c'est un clin d'œil à Mysterio. Parce que c'est lui qui aurait dû jouer Mysterio
Spider-Man 4, voire 5. Et puis dans Spider-Man 3, il joue le patron, enfin, je sais pas si c'est le patron, mais le gérant, on va dire, du restaurant italien. C'est un restaurant italien dans la VF, et c'est un restaurant français dans la VO, apparemment. Donc il est là, mais il joue un rôle différent à chaque fois. Il me semble que c'est une VF différente à chaque fois. Il a un look, il joue un rôle différent, mais il a un look, il est habillé, il est coiffé différemment. Évidemment pour pas que ce soit le même rôle, quoi. À chaque fois, on le reconnaît pas, quoi. Ça, c'est énorme. Tu vois. Mais dans le 2, le fait qu'ils disent à Peter, il veut pas laisser rentrer Peter, en retard à la pièce de théâtre. Je suis désolé, personne n'est admis après la fermeture des portes. Ça permet de maintenir l'illusion. Je répète, ça c'est un clin d'œil à Mysterio. C'est lui qui aurait dû jouer Mysterio dans un futur Spider-Man 4 ou 5. Bon. Moi, j'ai pas vu les films Evil Dead avec Bruce Campbell de Sam Raimi. Donc t'as, oui, la scène de la mort d'Oncle Ben touchante quand même, avec le fameux culte. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bon, ça c'est dans la scène de la voiture avant sa mort, quoi. Quand il dépose Peter à la bibliothèque. En fait, Peter ne va pas à la bibliothèque, il va au combat de catch. Et n'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est ce qui l'emmène à devenir Spider-Man après la mort d'Oncle Ben. Et comme je disais, j'adore la scène où il poursuit l'assassin d'Oncle Ben. On voit que c'est du CGI par moment. Bon, la scène aussi où il retrouve le mec. Et puis il essaie de comprendre, enfin il agresse le mec, quoi. Enfin, il le pousse, il lui éclate la tête plusieurs fois contre une porte. T'as une porte avec une vitre. Il pousse la gueule contre la vitre. Il agresse le mec. Et puis le mec meurt en tombant, en trébuchant parce qu'il a glissé sur un tuyau en ferraille. Tu sais, ils sont au bord du balcon, on va dire. Ouais, t'as un petit morceau de tuyau en ferraille. Peter désarme le mec. Il glisse on voit son pied qui glisse sur le morceau de tuyau, il s'entrave. Il se casse la gueule, donc en fait, il a tué le mec accidentellement, on va dire. On sait même pas comment il a fait pour créer un costume aussi cool, le costume de Spider-Man. Je disais, le costume est parfait, il est magnifique. Le costume de Spider-Man est classique. Il est classique, on va dire. Un petit peu comme les premières versions de Spider-Man dans la mythologie du personnage. Il a été créé par Stan Lee et Steve Ditko dans les années 60. La première apparition, c'est en 62. Le costume, il est comme dans les premières versions, quoi. Costume classique, on va dire. Le costume est magnifique. Il est parfait. Il est parfait. Il est magnifique. Donc comment il a fait pour créer un costume aussi parfait? On ne sait pas. En plus, on ne voit même pas les étapes de processus de création de costume. On ne voit pas, on ne sait pas. Il a le costume, c'est tout. On ne sait pas comment il a fabriqué. On ne voit même pas les étapes de processus de création. Alors que dans The Amazing Spider-Man 1 avec Andrew Garfield, on voit un petit peu comment Miracle. Bon, c'est léger, c'est léger. On voit un petit peu quand même. Il y a quand même un minimum, tu vois. On voit un petit peu. Il réfléchit à la matière, il réfléchit à comment faire et tout, fabriquer le lance-toile. Là, on ne sait pas. Il a le costume, c'est tout. On ne sait pas comment il a fait. Il y a un truc que je trouve pas très logique, on va dire. C'est pour les. Il envoie la toile, mais c'est un pouvoir qu'il a. En fait, partout, dans la mythologie du personnage, partout, jeux vidéo, comics, bande dessinée, série animée, série d'animation, tout ce que tu veux, il a toujours eu un lance-toile qu'il s'est fabriqué, un web shooter, ils appellent ça en anglais, un lance-toile en VF qu'il a fabriqué. Là non, dans la version de Sam Raimi, dans la trilogie, c'est un pouvoir qu'il a. Pour envoyer la toile par ses poignets, quoi. Comment ça fonctionne? Tu vois, il y a des questions que je me pose. Comment ça fonctionne? C'est dans son corps. Donc c'est dans les veines. La toile fonctionne. La toile est dans les veines. Tu vois, c'est dégueulasse un peu. En plus, comment il fait pour envoyer la toile en costume? Ouais, c'est sur sa peau. Donc il a le masque, j'allais dire. Le gant. Donc tu vois, ça passe à travers le costume. Ça passe à travers le tissu du gant. Tu vois? En plus, pour grimper au mur, comment il fait pour adhérer aux parois en costume? Parce que quand il découvre ses pouvoirs, tu sais, quand il est dans la ruelle et qu'il monte au mur pour la première fois, il regarde ses mains comme ça. Après, t'as un zoom et on voit. En fait, c'est des crochets, des crochets d'araignée microscopiques.
tu vois, qui s'ouvre, qui se déploie, tu vois, on voit un petit peu microscopique, on voit en fait, oui, c'est des crochets, pas des crochets comme des crochets d'araignée qui s'ouvrent, qui se déploient. Il y en a partout sur la main, c'est microscopique. Là, il peut monter comme ça. Et comment il fait pour monter quand il a des gants, son premier costume au combat de catch, quand il poursuit l'assassin d'Oncle Ben, il monte au mur avec les gants, c'est des gants de bricolage. Et quand il est en costume, comment il fait? Tu vois? Il y a plein de questions comme ça que je me pose. Je trouve pas ça très logique. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Alors que dans le premier The Amazing Spider-Man, le 1 avec Andrew Garfield, bon, le fait qu'il fabrique un lance-toile, bon, ça c'est classique dans la mythologie du personnage. Mais au moins, pour monter en paroi, on voit qu'il a des gants adhésifs. Pareil aux semelles de ses pieds, c'est de l'adhésif, de l'agrippant, tu vois. Et aux mains aussi, c'est pas des ventouses quand même, mais tu vois, c'est une matière agrippante, accrochante. On voit un petit peu. Là, on sait pas. Tu vois, c'est un petit peu. Je trouve pas ça très logique physiquement. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Des questions aussi que je me pose sur le bouffon vert, c'est que Norman Osborn, avant de devenir le bouffon vert, à Oscorp, on voit un mec, un chauve, essayer d'utiliser le planeur. Donc il est en costume, il est sur le planeur, il n'a pas de masque. On voit qu'il est chauve, le mec, c'est un technicien ou je ne sais pas comment tu vas appeler ça. Donc Norman Osborn, mais après être devenu le bouffon vert à cause du sérum, il tue le docteur Storm, tu sais, le culte, remanier la formule. Il le jette comme ça avec sa force surhumaine, il le jette à un bras. Le mec s'écrase contre des étagères, il meurt. Mais c'est là que je disais, il surjoue, il s'échappe, il fait une grimace, il fait une tête, il est torse nu. C'est là que je disais qu'il surjoue. Bon, après être devenu le bouffon vert, il a bien volé l'équipement, le costume et le planeur. En plus d'ailleurs, un peu après, on le voit, il est chez lui, il s'est endormi comme une merde, au milieu de son salon. T'as Harry qui le retrouve, et puis t'as une assistante à eux, ils sont milliardaires les Osborn. T'as une assistante à eux qui va voir Norman et qui lui dit le docteur Storm a été tué, et l'équipement a été volé. Mais c'est lui qui a fait ça. Donc comment il a fait pour voler l'équipement, donc le costume et le planeur, sans qu'on le voit faire, sans que personne le voit faire, tu vois? Du coup, oui, je disais, c'est juste après avoir tué le docteur Storm qu'il a dû faire ça. Mais comment il a fait? Sans que personne ne le voit. Il y a ça. Comment il a fait aussi pour entreposer tout ça chez lui? Pour entreposer le costume, le planeur, le masque, toutes les grenades, les sérums, il a tout emmené chez lui. Tu vois? Et comment il a fait pour transporter ça, comme ça, chez lui? Avec un camion? Ben oui, c'est la solution, mais bon. Oui, comment il a fait pour entreposer tout ça, l'équipement de Oscorp par chez lui? Comment il a fait aussi pour intégrer des armes? Parce que de base, le costume, l'équipement, il n'y a pas d'armes dessus sur le planeur. C'est pas meurtrier. Il n'y a pas d'armes. C'est lui en fait qui a rajouté des armes telles que des mitraillettes, des petits canons, du fumigène aussi sur les gants, les grenades qui explosent et les grenades qui se déploient sous forme de lames couteaux, des lames aussi, des fourches et des lames. Son planeur a plein d'équipements comme ça. Donc comment il a construit, comment il a installé toutes ces armes sur son équipement, puis comment il transporte, enfin comment il a proposé tout ça chez lui, comment il le planque. Après, dans Spider-Man 2, dans la fin du film, quand t'as Harry déjà, avant le combat final, Harry découvre que Spider-Man c'est Peter Parker, en le démasquant. Octopus l'a emmené avant. Donc, Harry a des hallucinations de son père, il voit son père devant le miroir, qui le pousse à le venger, lui il veut pas, il a un poignard, il le jette à travers il le jette sur le miroir se brise, il arrive comme ça, il voit en fait, oui, derrière le miroir, oui, il y a la planque de bouffon vert, quoi. Mais comment Norman fait quand il veut attaquer les gens? Il doit enfiler son costume, il doit s'équiper, quoi. Donc comment il fait pour s'équiper, mettre le costume et utiliser le planeur? Ben, sans que Harry le voie chez lui. En fait, il doit faire tout ça quand Harry n'est pas là, quoi.
doit faire ça en s'assurant que Harry n'est pas là sans que personne le voit. Bon. Tu vois, c'est pas développé tout ça dans le film, on sait pas. Moi, Spider-Man, c'est immensément, immensément plus simple. Puisque Spider-Man, lui, c'est un costume moulant. Qui cache sous les vêtements. Lui, c'est simple, tu vois. Norman Osborn, lui, le bouffon vert, c'est beaucoup plus complexe, tu vois. Comment il fait pour faire tout ça, en gros, tout. Comment il a fait pour faire tout ça sans que personne ne le voit. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Dans le film, c'est pas développé. C'est dommage. En plus, dans le film aussi, il y a quasiment, il y a aucune scène, à part à la fin. T'as aucune scène dans le film où on voit le bouffon vert démasqué, tu vois. C'est un petit peu dommage. Parce que Spider-Man, lui, t'as plusieurs scènes comme ça où tu vois démasqué. Tu vois Tobey Maguire fait en costume sans le masque. Plusieurs fois. Là non, le bouffon vert. Tu vois, c'est pas assez développé, tu vois ce que je veux dire? On a Norman Osborn, on a le bouffon vert, mais tu vois, t'as pas la corrélation, tu vois, entre les deux. C'est pas assez développé, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu dommage quand même. J'adore la scène où Norman Osborn, chez lui, dans son salon, parle tout seul, se parle à lui-même à travers le miroir. J'adore cette scène. Tu sais, il est chez lui, en peignoir, en train de boire de l'alcool, type Ricard whisky, ou enfin bref. Et puis il entend des ricanements, il entend des bruits un peu bizarres. En fait, c'est le bouffon vert, quoi. Il entend ah ah ah, tu entend il entend un petit peu des bruits bizarres, on va dire, le ricanement un peu du bouffon vert. Il commence à flipper, il demande qui est là? Oui, t'as le bouffon vert qui lui répond quelqu'un. Il demande quelqu'un est là? Quelqu'un. Suis le filet de sueur froide qui coule le long de ton dos. Tu vois, je connais. Et puis il se retourne et puis il voit t'as Norman Osborn gentil qui voit à travers le miroir Norman Osborn méchant. Et donc le bouffon vert. Il joue super bien Willem Dafoe dans cette scène. Tu sais, il a un journal dans la main, puis il parle, et puis à la fin de la scène, vers la fin, il n'a pas la même coupe de cheveux. Enfin, l'un n'a pas la même coupe de cheveux que l'autre, à travers le miroir. C'est pour créer une différence, c'est pour créer un contraste entre le gentil et le méchant, quoi. J'adore cette scène, magnifique. Terrifiant, flippant aussi un peu. Ah oui, une autre question que je me pose concernant le bouffon vert, encore, c'est qu'il a deux types de grenades comme arme. Il a des grenades normales qui explosent sous forme, tu sais, ronde. Ça fait à peu près la taille d'une balle de tennis, tu vois. Bon, il appuie sur un bouton, tu sais, il appuie sur un bouton au milieu, tu vois, ça clignote. Il fait plus le lance et puis ça pète. Les grenades explosives, grenades classiques. Puis d'autres grenades aussi, on va dire, qui se déploient, tu sais, la grenade s'ouvre, elle se déploie sous forme de shuriken, un petit peu, je ne sais pas. Lame tranchante, tu vois. Donc comment il fait la différence entre les deux? Parce avant que la grenade classique pète, et avant que l'autre grenade se déploie sous forme de lame, tu vois, elles ont la même taille, la même forme. Donc comment il les différencie en fait? Tu vois? Je sais pas, il doit appuyer une fois pour, euh, pour que ça pète, il doit appuyer deux fois pour les lames couteau, enfin je sais pas, tu vois? Comment il différencie puisqu'elles ont la même taille, la même forme de base, tu vois? Voilà. Mais comment ça fonctionne exactement ces grenades couteau, lame, tu vois? Un élément, un truc un petit peu bizarre, c'est que personne n'ait fait le rapprochement entre Spider-Man et Peter. Je m'explique. Tu sais, dans la cantine, après que MJ est glissé sur la flaque de jus d'orange et que Peter l'ait rattrapé, Peter s'assoit, hein, à table, à la cantine, et puis il a la fourchette, tu sais, collée comme ça à son avant-bras, il la tire, et tu vois, il voit la toile. Et sans faire exprès aussi, il envoie une autre toile sur le plateau d'en face, à la table en face, il tire le plateau, il se baisse en esquivant, et puis le plateau s'écrase sur le dos de Flash. Déjà, comme par hasard, c'est Flash, comme par hasard, c'est lui, bon, c'est autre chose. Ensuite, Flash est énervé, et puis il veut mettre une race, tu vois, il veut défoncer Peter. Et là, Peter utilise ses pouvoirs sans se rendre compte, comme le triple, je disais le triple, voire quadruple salto arrière. Comment il esquive les coups,
un moment, il fait un peu comme Neo dans Matrix, il se retrouve. Tu vois, il a les jambes comme ça, il a le corps, tu vois, en 90 degrés. Déjà, un humain normal, tu peux pas faire ça, en fait. Et puis à la fin, quand il met le coup à Flash, tu vois, il part à 10-15 mètres, 10 mètres, avec la force surhumaine. Donc, tu vois, t'as les lycéens qui le voient faire ça. Et même aussi, à la cantine avant, les lycéens voient la toile. Et Peter se casse, justement, un peu avant le combat avec Flash. Peter se barre de la cantine, et il traîne, il tire le plateau par la toile. On le voit la toile, tu vois. On voit la toile, les gens le voient. Les lycéens le voient dans la cantine. J'ai ça. Puis au combat de catch, un peu plus tard, déjà Peter a fait le combat de catch pour gagner 3000 $, pour s'acheter une bagnole, pour impressionner Mary Jane. Bon, voilà. Ensuite, il s'est fait arnaquer, le type qui gère l'argent n'a pas voulu le payer. Il donne que 100 $ au lieu de 3000. Dans cette scène, Peter est démasqué. Il a le premier costume, justement, de catch. Puis il n'a pas de masque, pas de cagoule, il est démasqué. On le voit. Et personne ne fait le rapprochement. Tu vois, un peu plus tard, quand tu as Spider-Man qui existe, qui est là, personne ne capte, personne ne fait le rapprochement entre, entre Spider-Man et Peter Parker. C'est dommage. Enfin, c'est dommage. Même Harry et MJ, ils l'ont vu se battre contre Flash au début. Ils l'ont vu faire tout ça. Personne capte. J'adore la scène du Thanksgiving où t'as Norman qui fête Thanksgiving avec MJ, Harry et Peter, Tante May, où il découvre que Spider-Man c'est Peter Parker à cause de l'entaille qu'il lui a fait un peu plus tôt, tu sais, dans l'immeuble en feu. T'as Tante May qui lui dit Mon Dieu, mais tu saignes. Tu sais, elle lui déboutonne la chemise, ici, et puis Norman voit l'entaille, et puis lui il fait le rapprochement comme ça. J'adore cette scène. Et Peter dit Ouais, c'est rien, enfin, je suis descendu d'un trottoir et je me suis fait renverser par un coursier à moto. Et la Norman lui demande Comment dites-vous que c'est arrivé? Et il répète, il lui dit Je me suis fait renverser par un coursier. Puis la Norman se casse. J'adore cette scène. À peu près vers le milieu du film, t'as le concert de la chanteuse à Times Square. T'as énormément de monde au concert de la chanteuse. Et puis t'as le bouffon vert qui arrive et qui attaque les mecs en fait qui l'ont viré de sa propre boîte. Comme je disais, le mec avec la tasse. Vous êtes viré, Norman. Il attaque les mecs qui sont foutus de sa gueule en fait, pour se venger. Il jette une grenade et les mecs finissent en squelette, tu sais, sur le balcon. Et puis il jette une deuxième grenade un peu après, un peu plus loin, pour tuer des gens. Mais tuer des gens comme ça, sans raison. Les premiers mecs qui voulaient tuer, c'est les mecs qui sont foutus de sa gueule. Et après, c'est juste buter des gens. Quoi. Il fait même pas gaffe, il voit même pas qu'il y a Harry parmi les gens, en fait. Il voit même pas son propre fils qu'il y a parmi eux, parmi les gens. Il voit même pas aussi MJ, mais MJ, il s'en serait battu les couilles. C'est pas sa fille, il y a aucun lien avec MJ, il s'en serait battu les couilles. Bon, il voit pas Harry. Bon. Ensuite, t'as Spider-Man qui intervient dans la première baston, en fait. La première confrontation entre les deux. Et puis t'as MJ qui tombe de la terrasse, enfin du balcon en hauteur. T'as Spider-Man qui plonge, qui la rattrape. Et après, quand il se casse, ils sont en l'air. On a un peu l'impression que le Spider-Man, il est fait en. Enfin, c'est un mannequin en fait. Ouais. Il tient MJ comme ça, il se balance. Ouais, j'ai un peu l'impression que le Spider-Man, c'est un mannequin quoi. Un mannequin rigide. J'imagine que tu sais de quel plan je parle. Je suis pas le seul à penser ça. J'ai vu plusieurs critiques YouTube, évidemment. Des mecs à dire ça, quoi. À dire, ouais, ben ouais, là c'est clairement un mannequin, quoi. Ah, il est fixe, il est comme ça. Tu vois, c'est un mannequin rigide. Taille réelle, hein, un mannequin en carton, en plastique, sous le costume. Taille réelle, rigide, comme ça. Il y a MJ qui le tient. Ouais, ça se voit quand même un peu, ouais. Il bouge pas. Au niveau de la forme de la tête, ouais.
On ressent un petit peu que c'est un mannequin. Ça se trouve, c'en est pas un, hein. Ça se trouve, c'est un cascadeur, ou même Thomas Maguire, on sait pas. Mais c'est une impression, tu vois. Je répète, je suis pas le seul à penser ça. J'adore la scène où Peter se réveille, le lendemain matin, après la morsure d'araignée, où il se regarde dans le miroir. Justement, avant de s'endormir, quelques secondes avant, on voit il est torse nu, et il est comme ça, tu vois, tout frêle. Et dès qu'il se réveille le lendemain matin, bon déjà le mec a dormi 12 heures, je ne sais pas, parce qu'il rentre chez lui après la morsure d'araignée, après les cours, il doit être, je sais pas, 17 heures, 18 heures peut-être. Donc il se réveille le lendemain, je sais pas, 6 heures, 7 heures, il a dormi, je sais pas, 12 heures. Bon, puis pendant la nuit, bon, la morsure d'araignée a modifié son corps, tu vois. Et puis il se réveille, bon, il est musclé. Mais en fait, ça, c'est pas des effets spéciaux, évidemment. Le fait qu'il soit comme ça, et après qu'il soit bien beaucoup plus musclé, non. Qu'il était comme ça avant, bon, ça c'est vraiment Tobey Maguire, bon voilà. C'est comme il était de base, bon. Bon, c'est un peu. Ça fait un peu pitié d'être squelettique comme ça à 26 ans. Bon, au tournage. Après on le voit, oui. Quand il est musclé, en fait, c'est pas des effets spéciaux ou une doublure. Non, non. Non. Il s'est vraiment entraîné pour le rôle. Bon, dans l'histoire du film, c'est le lendemain, c'est 12 heures après. Mais en vrai, comment c'est fait? Je sais pas, c'est 6 mois après, tu vois. Il y a à peu près 6 mois de musculation avec coach, nutritionniste, et puis des stéroïdes, c'est possible aussi, c'est possible. Pour que ça aille plus vite. Mais il a été suivi par des médecins nutritionnistes, puis des coachs sportifs, tu vois, pour prendre la masse vite. Parce que t'as 12 heures quoi, entre les deux. T'as à peu près 6 mois, plusieurs mois, tu vois, en vrai. Mais en fait, dans le film, il y a un bruit bizarre là. T'entends? Bon, c'est rien. Bon. Dans le film, il est jamais en t-shirt, puisqu'il cache le costume il cache le costume sous le vêtement. Donc, il peut pas être en t-shirt, il est en chemise ou costard cravate plusieurs fois. Donc oui, là ça se voit pas. On voit pas l'évolution. Quand on a vu ça, ils ont tourné ça à la scène où il est torse nu, musclé, au réveil. Ils ont dû tourner ça en tout dernier en fait, à mon avis, après avoir fait tout le film. Pour qu'on voit la différence en fait. Faut pas que nous on voit spectateur, mais en fait le mec progresse, tu vois, ses muscles. Puis qu'on le voit être de plus en plus musclé au travers, tu vois, non. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Puisqu'il est en t-shirt, il est pas en t-shirt, il est en les bras cachés quoi, il est en costard cravate, il est voilà. En plus, dans l'histoire, il a le costume sous le vêtement. Tu vois un peu ce que je veux dire? J'étais un petit peu brouillon, mais oui. À mon avis, oui, la scène où il est musclé, ils ont dû tourner ça après tout le film. Puis il doit y avoir la congestion, il doit être congestionné à bloc, hein, j'imagine. T'as, je sais pas, 6 mois après avoir tourné la scène où il est comme ça, contre, je sais pas, 12 heures dans l'histoire, tu vois. Comme le reste du film, tout le reste du film, il est habillé, on ne voit pas en fait, tu vois. Une scène aussi que j'adore, c'est à peu près, ouais, à peu près vers le milieu du film, un peu plus que le milieu du film, je dirais. T'as Peter qui retrouve MJ, ils discutent, il fait un petit peu nuit, tu vois. Après MJ se barre, enfin, pendant les discussions, Peter lui dit j'avais affaire dans les parages, retiens bien, j'avais affaire dans les parages. Bon, il dit ça pendant la discussion. Après MJ se casse, puis tu vois, elle est suivie par des mecs, trois quatre mecs, non, plus, ouais, quatre cinq mecs qui veulent l'agresser. Il y en a un qui a un couteau même. Et là, t'as Spider-Man qui défonce les mecs. En fait, Spider-Man, c'est Peter sans le masque. C'est Spider-Man sans le masque. Et tu vois, moi, quand j'étais plus jeune, je m'amusais à mettre pause, tu vois, au moment où on voit sa tête, pour voir si c'était bien Tobey Maguire ou un cascadeur. Tu vois. Non, non, j'ai fait ça il y a pas longtemps en plus, sur YouTube. Non, c'est vraiment Tobey Maguire, ouais. Tu mets pause au bon moment, ça se voit que c'est Tobey Maguire et pas un cascadeur. Heureusement, ou doublure, heureusement. Là, comme il fait nuit, tu vois, il fait ça, il a enlevé son masque parce qu'il avait chaud. En plus, il pleut. Il fait nuit et il pleut.
Donc il avait enlevé son masque pour être à l'aise à cause de la pluie, tu vois, j'imagine. Parce qu'il avait chaud. Oui. Donc MJ ne voit pas en plus que c'est Peter. Parce qu'il est un petit peu loin. Tu vois, il se bat. Tu vois, il est rapide, il se bat. Tu vois, il est pas fixe. Donc MJ ne voit pas en détail. Elle voit que c'est un homme. Elle voit pas que c'est Peter. Elle voit pas en détail sur son visage. Justement, après, elle veut le remercier avec la scène du bisou à l'envers. Là, il a remis son masque. Et puis il lui dit j'avais affaire dans les parages. Il dit ça en Spider-Man. Alors qu'il avait dit j'avais affaire dans les parages aussi 4 minutes plus tôt. En mode Peter. Tu vois, elle a pas. Déjà, elle a pas remarqué que. Elle a jamais fait gaffe que Peter et Spider-Man ont la même voix. Et elle a pas tilté quand Spider-Man lui dit j'avais affaire dans les parages. Tu vois. Ah. Et le combat final. Bon, j'en ai déjà parlé du combat final, mais tu vas voir, je vais en venir. Juste avant le combat final, quand Spider-Man arrive, tu vois, il se balance au pont. T'as des barres, tu vois, du pont. Et lui, il fait plusieurs tours, tu vois. Bon, quand il se balance, déjà, ça se voit que c'est la synthèse, c'est CGI. Évidemment. Parce qu'un cascadeur ne peut pas faire ça en vrai. Tobey Maguire encore moins. En fait, dans Spider-Man, quand tu vois le personnage Spider-Man, en fait, il jongle avec les trois. Tu vas voir. T'as Tobey Maguire en costume, un costume fait sur mesure pour lui, hein. Un cascadeur, même taille et même carrure que Tobey Maguire, et l'image de synthèse, voilà. Ça jongle entre les trois dans la trilogie Spider-Man. Mais dans les trois films Spider-Man, quand il se balance, pas tout le temps, mais souvent, on va dire, c'est du CGI. Le truc, ça se voit en fait, que c'est de l'image de synthèse. CGI. Ça se voit quand même. Là, il se balance sur le pont, pour rejoindre le bouffon vert. Ah, on sent un peu le CGI, tu vois. Dans le 2 aussi, dans Spider-Man 2 avec les pizzas, quand il livre les pizzas. Puis au combat final avec Octopus. Et dans le 3, même quand il sauve Gwen de la grue. On voit le CGI quand même un petit peu. C'est un petit peu vieilli quand même. Puis le fait qu'on utilise du CGI pour les scènes de balancement comme ça, on peut pas faire autrement. Il y a des choses qu'on peut pas faire au tournage, tu vois. Avec Tobey Maguire, un cascadeur. Donc le CGI, c'est le seul moyen, quoi. Mais le truc, ça se voit, quoi. Je sais pas si t'as remarqué dans les trois films aussi, t'as Spider-Man qui prend de l'élan comme ça, il tire deux toiles, une par bras, il recule comme ça, et puis, tu vois, c'est pour se propulser. Justement, il fait ça dans le 1 avec le drapeau, avec le deux drapeaux. Il est sur le toit d'un bâtiment, t'as deux drapeaux américains, il fait ça avec le drapeau, c'est pour se propulser, justement, juste avant qu'il se balance pour rejoindre le bouffon vert au combat. Dans le 2, un peu avant le milieu du film, un prêtre sorti de la banque, quand t'as le Octopus pardon, qui kidnappe Tante May, il est dans un bâtiment, il a la fenêtre, tu vois, il fait ça, tac tac, il recule, il prend l'élan. Donc dans le L2, c'est Spider-Man, et dans le 3, c'est Peter, au premier combat avec Harry. Tu sais, quand il est sur sa mobilette, Harry l'attaque, et c'est Peter sur l'overboard de Harry, enfin le planeur, costard cravate, son costard un petit peu déchiré. Il fait ça, il se propulse pour prendre de l'élan. J'adore quand il fait ça dans les films. J'adore ça. Après, t'as le combat final, la deuxième partie du combat. Comme je répète, j'ai dit plusieurs fois, oui, la première partie, je considère que c'est une première partie sur le pont, et la deuxième partie dans l'endroit en ruine. Donc t'as le bouffon vert qui tient Spider-Man par le torse avec il enroule Spider-Man avec le torse par le câble du téléphérique. Il le prend, il le largue, il le jette dans l'endroit en ruine, et puis là t'as le baston. T'as Peter qui s'écrase comme ça, qui est là. Et puis t'as la bouffe verte qui jette une grenade. On voit les yeux de Peter, on voit la grenade au ralenti. Ça explose la grenade qui pète au ralenti, puis ça défonce le masque. T'as vu la violence de cette scène, de ce plan. Il y a toute la baston, le bouffon vert qui est violent, qui est énervé, et qui défonce Spider-Man qui est affaibli
par la grenade, il tient à peine debout, tu vois, et là, il est fatigué, tu vois, le bouffon vert qui lui fout des coups. On voit au ralenti. Putain, l'impact, la violence, putain. Ça, c'est le combat, hein. Déjà, c'est réaliste. Et puis, à mon sens, je sais pas si c'est le meilleur combat dans un film Spider-Man. Ça, c'est autre chose, mais c'est du moins le plus, un des plus réalistes, si ce n'est le plus réaliste, et le plus violent, impactant. Tu vois? Une des bastons, un des combats les plus impactants, un des plus violents de la trilogie. Si ce n'est le plus violent de la trilogie. Après, dans le 2, t'as le combat avec Octopus sur le toit du train. Pour avant d'être sur un toit de train, ils sont sur une tour, tu sais, en forme de triangle. Puis il y a l'antenne. Ils se battent, ouais, il y a un clocher aussi d'horloge. Puis ils se battent comme ça, le vertical. Et après, bon, t'as le Octopus qui fait tomber Spider-Man. Puis Spider-Man lui tire deux toiles sur le torse. Et puis il l'entraîne dans sa chute. Puis là, ils se battent en l'air. Puis ils se fight sur un toit de train. Mais ça, c'est plus spectaculaire, plus impressionnant que violent, tu vois. Une dinguerie cette scène dans le 2, un truc de branque. Et je t'avoue que cette scène, j'adore, hein. C'est une de mes scènes préférées de la trilogie. Et puis je la regarde régulièrement sur YouTube, quoi. Je regarde, je t'ai dit, je te le cache pas, au moins une fois par semaine, quoi. Donc cette scène de train, je l'ai déjà vue, mais je sais pas, 500 fois, je sais pas. Je te cache pas que je la regarde quasiment une voire deux fois par semaine. Et en boucle en plus. C'est un truc de banque. Je répète, c'est plus spectaculaire par la mise en scène, les effets spéciaux, même si on voit quand même les doublures numériques de Octopus et de Spider-Man, mais c'est plus spectaculaire, impressionnant que violent, vraiment. Et puis au combat final, toujours, t'as le Spider-Man qui fait tomber un morceau de mur sur le bouffon vert. Au début, il tire deux toiles tu vois, sur les pieds. Il fait tomber, il se retourne. C'est pour couper un peu la toile, on va dire. Et puis il fait tomber un morceau sur la toile encore, il fait tomber un morceau de mur sur le bouffon vert. Et là, t'as un faux raccord. On voit le morceau de mur tomber. Et puis plan suivant, il reste un morceau de mur qui n'est pas tombé, tu vois. C'est un faux raccord, je te le montrerai dans une vidéo sur le Blackouilleur Movies, ma deuxième chaîne, pour les droits d'auteur. Pour les droits d'auteur, je ne mets pas d'extrait de film ici. Pour les droits d'auteur, c'est sur la deuxième chaîne. Je parlerai de ça en détail plus tard, évidemment. J'adore le combat final. Peter, arrête, c'est moi. Et puis il enlève son masque, Monsieur Osborn. Peter est choqué d'apprendre que c'est Norman Osborn le bouffon vert. Et puis il essaye de l'embobiner, pardon. Tu sais, il essaye de contrôler le planeur à distance avec ses mains, discrètement. T'as le planeur qui est derrière, à 10-15 mètres d'eux, derrière une sorte des sortes de palettes en bois, tu vois. Et qui prend ma main et tout, tu vois, il essaie d'embobiner Peter pour qu'il se fasse transpercer par le planeur. Adieu, Spider-Man. Et là, t'as les yeux de Peter qui s'ouvrent. Enfin, qui se. Oui, t'as le sens d'araignée, quoi. On voit ses yeux il fait les gros yeux, tu vois, au ralenti. Là, t'as le planeur, et puis il esquive le planeur. Scène culte, évidemment. Où le bouffon vert se fait embrocher, empaler contre le mur. Peter, ne dis rien, Harry. J'adore cette scène, j'adore aussi. J'adore cette scène. Ensuite, t'as Peter qui ramène le corps de Norman Osborn chez lui, chez Norman et Harry. Il le met sur le canapé. Mais il a déshabillé, quoi. Il a enlevé l'armure. Parce que Marie ne sait pas que son père c'est le bouffon vert. Donc en fait, Harry enterre son père, dignement, mais il enterre son père en mode Norman Osborn, pas en mode bouffon vert, parce qu'il ne sait pas que c'était lui.
Donc Peter, oui, il ramène Norman, mais il a enlevé le costume, il a déshabillé, quoi, il a déshabillé Norman, littéralement. Mais qu'est-ce qu'il a fait du costume? Où il a mis? Comment il a fait? On ne sait pas. C'est un petit peu dommage. En fait, ça pourrait dire que ce film, en fait, manque de détails, en fait. Manque de détails scénaristiques, tu vois. Il est un petit peu vieilli, il y a des scènes un peu kitsch. Il manque de détails, tu vois. Il y a énormément de questions que je me pose. Et je ne suis pas le seul, tu vois. Souffrance, 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 voilà ce que tu as choisi. Je t'ai offert mon amitié, et tu m'as craché au visage. J'adore cette réplique du bouffon vert pendant le combat final. Tu as tissé ta dernière toile l'araignée. Si tu n'avais pas été aussi égoïste, la mort de ta petite amie aurait été rapide et indolore. Mais tu m'as tellement mis en pétard que je vais l'achever extra lentement. MJ et moi, on va s'éclater, ça va être mortel. Tu as énormément de scènes que je connais par cœur. Que je connais par cœur sans mauvais jeu de mots. Ils ont fait un jeu de mots comme ça en plus dans la VF dans Spider-Man 3. Quand Peter Parker, devenu méchant, va chez Harry pour lui péter la gueule, parce qu'il a volé MJ. Harry dit à Peter dit à Harry, pardon, elle ne sait pas ce que tu es. Et Harry lui répond, Peter, elle me connaît par cœur. Je sais pas si t'as capté ça. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour, j'ai tout dit, je pense. Si j'ai pas tout dit, j'en suis pas loin, à mon avis. Bilan, je ne sais pas, je vais m'arrêter ici, je vais faire un bilan. Ben, j'adore ce film, évidemment. Certains effets spéciaux ont un petit peu vieilli. Les lycéens, les acteurs qui jouent les lycéens, les camarades de classe de Peter Harry, ça se voit que c'est pas des lycéens. Je dis, ils ont minimum 23, 24 ou 25 ans même, pour la plupart. Ça se voit. Sur Flash Thompson, c'est ridicule. Ça se voit que le mec, je crois qu'il avait 27 ou 28 ans. Putain, ça se voit en fait. C'est ça. William Dafoe surjoue un petit peu par moment. Il est excellent, mais il surjoue. Je trouve un petit peu dommage qu'on voit pas assez l'oncle Ben. Sa mort est touchante. Le costume de Spider-Man est juste parfait. Il est parfait. Il est magnifique le costume. Il est parfait. Il est magnifique. Mais comment il a fait Peter pour créer un costume aussi beau, aussi cool? C'est lui qui l'a créé. C'est lui qui l'a fabriqué. Mais comment? On n'a pas de détails, c'est un petit peu dommage. MJ qui se tape, qui est amoureuse de 4 mecs. Pardon, 4 mecs dans le film. Flash, Harry, Peter et Spider-Man. Sans savoir que Peter et Spider-Man c'est la même personne. Dans le 2, elle va se marier. Elle largue le mec avant son mariage. Super. Certaines scènes un peu kitsch. Comme MJ qui glisse sur la flamme du jus d'orange. Film culte, cultissime. Un de mes films préférés sur la trilogie Spider-Man. Mes préférés, c'est le 1 et le 3. Le 2, c'est celui que j'aime le moins. Hein, même si je sais que c'est un putain de chef-d'œuvre, que le 3 est décrié. C'est un film qui divise. Bon, ben, je pense que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Je répète, si j'ai pas tout dit, je suis pas loin, quoi. Et je ne sais pas quoi rajouter, je t'avoue que je ne sais pas quoi dire de plus. Je réfléchis, mais non. Bon, mais j'espère que ça vous a plu. Je sais que j'étais un peu brouillon par moment. Je radote souvent. J'espère que c'est ma première rétrocritique. Donc j'espère que ben, je vais m'améliorer, je compte m'améliorer avec le temps. C'était ma première rétrocritique. J'espère que je me suis quand même pas mal démerdé, même si je reconnais que j'étais un peu brouillon par moment. Je voulais faire des choses un peu plus tac, tac, tac. Non, c'est un petit peu parti dans tous les sens. J'ai dit, j'adore cette scène, en mélangeant ça c'est bizarre, ça c'est bizarre, je sais. Je compte m'améliorer. J'espère que j'aurai un soutien de ta part. À bientôt. Que dire de plus?